Le RMS Titanic, un nom synonyme à la fois de luxe et de tragédie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie, le plus grand navire de son temps, était salué comme insubmersible. Son voyage inaugural en 1912 a été accueilli avec beaucoup de fanfares et d'excitation. Les passagers sont montés à bord avec des rêves de nouveaux départs et de voyages luxueux. Ils ne se doutaient pas que le destin avait d'autres plans. Le Titanic était un palais flottant, doté de cabines opulentes, de grandes salles à manger et de toutes les commodités modernes imaginables. C'était un témoignage de l'ingéniosité et de l'ambition humaine. Le navire était considéré comme le summum de la technologie de construction navale, équipé de dispositifs de sécurité avancés, notamment des compartiments étanches. Cela a instillé un sentiment de sécurité, une conviction que rien ne pouvait menacer ce géant des mers. Cependant, sous la surface de la grandeur et de la confiance technologique, il y avait des oublis critiques et un mépris des avertissements qui auraient des conséquences désastreuses. Le Titanic, malgré sa conception avancée, transportait un nombre limité de canaux de sauvetage, insuffisant pour tous les passagers et l'équipage. De plus, les avertissements concernant les icebergs sur la trajectoire du navire ont été tragiquement ignorés. Ce mépris des dangers potentiels découlait d'un mélange dangereux de confiance excessive et d'un désir de maintenir la vitesse et de respecter l'horaire. La croyance en l'invincibilité du Titanic a éclipsé le besoin de prudence. Ce serait une erreur fatale. Dans la nuit du 14 avril 1912, la tragédie a frappé. Le Titanic, apparemment invincible, est entré en collision avec un iceberg, déchirant sa coque. Le navire insubmersible a commencé à sombrer sous les vagues glaciales de l'Atlantique Nord. La panique s'ensuivit lorsque les passagers et l'équipage réalisèrent la gravité de la situation. Le manque de canaux de sauvetage suffisants est devenu une réalité terrifiante. Des actes d'héroïsme et d'altruisme se sont déroulés au milieu du chaos, certains sacrifiant leur propre vie pour les autres. Le Carpathia, alerté par des signaux de détresse, est arrivé sur les lieux pour trouver un spectacle effrayant. Un champ de débris et des centaines de personnes flottant dans l'eau glacée. Le monde a été choqué par la nouvelle du naufrage du Titanic. Ce qui devait être un voyage inaugural triomphal s'était transformé en une horrible tragédie, coûtant la vie à plus de 1500 âmes. Le naufrage du Titanic nous rappelle brutalement que même les plus grands exploits d'ingénierie ne sont pas à l'abri des forces de la nature. Il sert de leçon poignante sur l'importance de l'humilité, de la préparation et de l'écoute des avertissements, aussi improbable qu'ils puissent paraître. L'histoire du Titanic n'est pas seulement celle d'un naufrage, c'est un récit d'ambition, d'innovation et de la poursuite incessante de la grandeur. À l'aube du XXe siècle, la White Star Line se trouvait enfermée dans une concurrence féroce avec la Cunard Line. La Cunard avait dévoilé deux paquebots impressionnants, le Lusitania et le Mauretania. La White Star Line envisageait une nouvelle classe de paquebots qui surpasserait tout ce que le monde avait jamais vu. Ces navires seraient non seulement les plus grands, mais aussi les plus luxueux. À la tête de cette entreprise ambitieuse se trouvait Bruce Ismay. Ismay rêvait de navires qui étaient plus que de simples navires. Il envisageait des palais flottants. Sa vision allait au-delà de la simple opulence. Il voulait créer une expérience. Les paquebots proposés offriraient des intérieurs somptueux, rivalisant avec les plus beaux hôtels du monde. Pour concrétiser ce rêve, la White Star Line s'est tournée vers le célèbre chantier naval Harland & Wolff. Harland & Wolff avait une réputation de longue date pour la qualité de son savoir-faire et son innovation. La tâche à accomplir était cependant sans précédent. Il faudrait repousser les limites de la technologie de construction navale. Le projet était gargantuesque, captivant l'imagination du monde entier. Le décor était planté pour la création de 3 paquebots de classe olympique, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Ces navires jumeaux devaient être les joyaux de la couronne de la White Star Line. Personne ne savait que le nom Titanic deviendrait bientôt synonyme de tragédie. La quille du Titanic, le deuxième des paquebots de classe olympique, a été posée le 31 mars 1909 au chantier naval Harland & Wolff. Le spectacle était impressionnant. Des milliers de travailleurs assemblaient la coque en acier. L'ampleur du projet était stupéfiante. Le Titanic mesurerait 882 pieds et 9 pouces de long et 92 pieds et 6 pouces de large.
Le processus de construction était une merveille d'ingénierie. D'énormes plaques d'acier ont été soigneusement mises en place et rivetées ensemble. La coque était divisée en 16 compartiments étanches. À l'intérieur du navire, un labyrinthe de ponts et de couloirs a commencé à prendre forme. Chaque section a été méticuleusement planifiée pour accueillir les passagers et l'équipage du navire. La nouvelle de la construction du Titanic s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journaux ont publié des articles détaillant la taille sans précédent et les commodités luxueuses du navire. Le Titanic était plus qu'un simple navire, c'était un symbole de l'ambition humaine. Au fil des mois et des années, le Titanic a lentement émergé de ses débuts squelettiques. La coque a été peinte d'un noir brillant, ses ponts ont été posés et ses cheminées ont été hissées en place. Le monde a regardé avec impatience le Titanic se transformer d'un rêve en une réalité colossale. Au cœur de l'attrait du Titanic se trouvait sa réputation d'être pratiquement insubmersible. La coque du Titanic était construite avec une structure à double fond et divisée en 16 compartiments étanches, permettant théoriquement au navire de rester à flot, même si plusieurs compartiments étaient compromis. Cette confiance dans l'insubmersibilité du Titanic était si répandue qu'elle imprégnait tous les aspects de la conception et de l'exploitation du navire. Le nombre de canaux de sauvetage à bord, par exemple, était terriblement insuffisant, capable de transporter seulement environ la moitié de la capacité totale du navire. Le Titanic a donc navigué dans l'histoire en portant un paradoxe dangereux, une merveille d'ingénierie conçue pour résister au pire que la mer pouvait offrir, mais fonctionnant selon des hypothèses qui sous-estimaient les risques bien réels inhérents à tout voyage océanique. Cette dissonance entre la confiance technologique et le manque de préparation adéquate aurait finalement des conséquences tragiques, gravant à jamais le nom du Titanic dans l'histoire maritime comme un symbole à la fois de l'ambition humaine et du pouvoir humiliant de la nature. Le 10 avril 1912, sous un ciel rempli de promesses et d'excitation, le RMS Titanic a entamé son voyage inaugural depuis Southampton, en Angleterre. L'atmosphère était électrique, un mélange d'anticipation et d'émerveillement. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur les quais, faisant leurs adieux à leurs proches et s'émerveillant de l'ampleur et de la grandeur du navire au départ. Pour beaucoup, le Titanic représentait plus qu'un simple navire. Il incarnait les rêves et les aspirations d'une génération. À bord, plus de 2200 âmes commencèrent leur voyage, chacune avec ses propres histoires, espoirs et destinations. Parmi eux se trouvaient certaines des personnalités les plus riches et les plus influentes de l'ère édouardienne, notamment John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim et Molly Brown. Ces titans de l'industrie et de la société étaient attirés par la promesse de luxe inégalée du Titanic, désireux de découvrir l'opulence et la sophistication de ce palais flottant. Cependant, le Titanic transportait également des centaines d'immigrants dans ses classes inférieures, des individus et des familles à la recherche d'un nouveau départ au pays des opportunités, l'Amérique. Pour ses passagers, le Titanic représentait une chance pour une vie meilleure, une échappatoire à la pauvreté et l'espoir d'un avenir meilleur. Ils avaient économisé pendant des années pour payer leur passage, leurs maigres biens rangés dans des valises usées, leur cœur rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Alors que le Titanic s'éloignait des côtes anglaises, laissant derrière lui les rives familières de l'Europe, un sentiment d'aventure et de possibilité remplissait l'air. Le navire était un microcosme de la société, un monde flottant où des individus de milieux très différents étaient réunis par le destin et l'attrait du grand large. La vie à bord du Titanic était une étude de contraste, un reflet frappant de la hiérarchie sociale du début du XXe siècle. Pour les passagers de première classe, le voyage était une affaire extravagante, une indulgence dans le luxe et les loisirs. Ils habitaient un monde de cabines opulentes, de grandes salles à manger et de promenades élégantes. Les journées étaient remplies d'activités de loisirs. On pouvait trouver des messieurs en haut de forme et en queue de pie, en train de savourer des cigares dans le fumoir, discutant d'affaires et de politique. Les dames en robes élaborées et chapeaux à plumes sirotèrent du thé dans la cour des palmiers, bavardant et admirant les bijoux des unes et des autres. Les soirées étaient consacrées à des dîners formels, où des repas à plusieurs plats étaient servis avec la plus belle porcelaine et argenterie, accompagnés des mélodies apaisantes de l'orchestre du navire. En revanche, la vie des passagers de troisième classe était beaucoup plus modeste.
Leur quartier, bien que propre et confortable selon les normes de l'époque, était exigu et utilitaire. Les familles partageaient souvent de petites cabines, leurs biens rangés dans chaque espace disponible. Les repas étaient simples mais copieux, servis en commun dans de grandes salles à manger. Malgré les différences marquées dans leur logement et leur mode de vie, les passagers des 3 classes partageaient un sentiment d'excitation et d'anticipation. L'immensité de l'océan, le frisson du voyage et la promesse de nouveaux départs créaient un lien unique entre eux. Ils ne se doutaient pas que cette expérience commune serait bientôt éclipsée par une tragédie inimaginable. Une tragédie qui lierait à jamais leur destin. Les premiers jours du voyage inaugural du Titanic se sont déroulés dans un flou d'indulgences luxueuses et d'activités de loisirs. Les passagers de première classe se sont délectés de l'opulence de leur environnement, assistant à des bals somptueux, jouant aux cartes dans le fumoir et profitant des nombreuses commodités du navire. Le Titanic offrait un éventail d'options de divertissement conçues pour satisfaire les goûts exigeants de sa riche clientèle. Il y avait une piscine, un gymnase, un cours de squash et même un bain turc. Pour ceux qui recherchaient une stimulation intellectuelle, il y avait une bibliothèque bien garnie et une salle de lecture, où les passagers pouvaient se tenir au courant des derniers romans et périodiques. L'un des points forts du voyage était l'orchestre du navire, dirigé par le talentueux violoniste Wallace Hartley. L'orchestre jouait une variété de musique tout au long de la journée, des pièces classiques légères aux airs populaires de l'époque. Leur musique remplissait les ponts et les espaces publics, ajoutant à l'air d'élégance et de sophistication. Le soir, les passagers de première classe se réunissaient dans la grande salle à manger pour des dîners élaborés. Les menus témoignaient des compétences culinaires des chefs du navire, mettant en vedette des spécialités du monde entier. Les repas étaient des événements sociaux, où les passagers pouvaient se mêler les uns aux autres, échanger des histoires et nouer de nouvelles relations. Alors que le Titanic naviguait vers l'ouest, laissant une traînée de mousse blanche dans son sillage, les passagers à bord ignoraient béatement le danger qui se cachait sous la surface de la mer apparemment tranquille. Des jours de plaisir insouciant allaient bientôt céder la place à des heures de terreur inimaginables, alors que la rencontre fatidique du navire avec un iceberg transformait un voyage de rêve en un cauchemar de survie. Alors que le Titanic faisait route vers l'ouest, un sentiment de malaise a commencé à s'installer parmi l'équipage du navire. L'Atlantique Nord, connu pour ses conditions météorologiques imprévisibles et ses courants dangereux, était à la hauteur de sa réputation. Des rapports d'iceberg à proximité de la route prévue du Titanic ont commencé à parvenir d'autres navires traversant les mêmes eaux. Ces avertissements, relayés par télégraphe sans fil, brossaient un tableau effrayant des dangers potentiels qui se présentaient. Les messages, souvent brefs et codés, parlaient de vastes champs de glace et d'imposants icebergs, certains décrits comme étant de la taille d'une montagne. Ces géants de glace, dérivant silencieusement vers le sud, depuis les glaciers du Groenland, représentaient une menace importante pour tout navire, même un aussi massif et apparemment invincible que le Titanic. Les opérateurs sans fil du Titanic, débordés par un arriéré de messages personnels de passagers, désireux de rester en contact avec leurs proches à terre, ne relayaient pas toujours ces avertissements de glace à la passerelle du navire avec l'urgence qu'ils méritaient. Malgré le nombre croissant d'avertissements de glace, le Titanic a maintenu son cap et sa vitesse. Le capitaine Edward Smith, un marin chevronné avec des années d'expérience en mer, ne semblait pas perturbé par les rapports. Il avait, après tout, navigué dans ces eaux auparavant et avait confiance dans la conception avancée et les caractéristiques de sécurité du Titanic. Cependant, sa confiance, partagée par beaucoup à bord, frisait la complaisance, une dangereuse sous-estimation des forces de la nature. Au fur et à mesure que la journée avançait et que le Titanic se rapprochait de sa rencontre fatidique avec l'iceberg, le nombre d'avertissements de glace continuait d'augmenter. Les avertissements sont devenus plus fréquents, plus urgents, leurs messages effrayants résonnant dans la salle sans fil. Un contraste saisissant avec l'atmosphère insouciante qui régnait dans le reste du navire. Le décor était planté pour une tragédie aux proportions épiques, une collision entre l'ambition humaine et la puissance impitoyable de la mer. Les opérateurs sans fil du Titanic, submergés par les messages des passagers, ont retardé les avertissements cruciaux concernant la glace, contribuant au destin tragique du navire.
Sans jumelles, les guetteurs Fleet et Lee s'efforcèrent de repérer les icebergs, leur vigilance entravée par la nuit sans lune. Malgré des manœuvres désespérées, le Titanic a heurté un iceberg, sa coque a été percée, scellant son destin. La collision du Titanic a brisé l'illusion d'invincibilité, alors que les passagers et l'équipage étaient confrontés à la sombre réalité du naufrage du navire. La peur et l'incertitude se sont répandues, alors que les passagers se bousculaient pour obtenir des informations. Le navire autrefois luxueux étant désormais le théâtre d'une tension croissante. Le protocole des canaux de sauvetage a déchiré des familles, des actes d'altruisme et de désespoir se déroulant sous le ciel froid de la nuit. L'orchestre du Titanic a continué à jouer, leur musique étant un contrepoint obsédant au chaos, alors que le navire glissait sous les vagues. Le monde a pleuré la perte du Titanic, uni dans le chagrin et l'incrédulité, alors que les survivants partageaient leurs histoires déchirantes. Le naufrage du Titanic a conduit à des réformes maritimes radicales, un héritage durable de sécurité et d'humilité face à la puissance de la nature. L'histoire du Titanic, une parabole intemporelle d'ambition et de tragédie, continue de captiver et de nous apprendre l'équilibre délicat entre l'effort humain et la nature. L'héritage du Titanic s'étend bien au-delà des annales de l'histoire maritime. Il s'est infiltré dans notre conscience collective, inspirant d'innombrables livres, films, chansons et œuvres d'art, chacun offrant une interprétation unique de la tragédie et de son emprise durable sur notre imagination. La découverte de l'épave du Titanic en 1985, gisant en 2 morceaux au fond de l'océan, a ravivé la fascination du monde pour le navire et son destin tragique. L'épave, un témoignage poignant de l'ancienne gloire du navire et un rappel poignant du coût humain de la catastrophe, est devenu un lieu de pèlerinage pour les plongeurs, les scientifiques et les chasseurs de trésors, chacun attiré par sa présence fantomatique et les secrets qu'elle détient. L'histoire du Titanic, bien qu'enracinée dans un temps et un lieu spécifiques, aborde des thèmes universels d'ambition humaine, de vulnérabilité et du pouvoir durable de l'espoir face à l'adversité. Elle nous rappelle que même face à la tragédie, l'esprit humain peut résister et que les leçons tirées des erreurs du passé peuvent aider à tracer une voie plus sûre et plus compatissante pour l'avenir. Le Titanic, bien que perdu dans les profondeurs, continue de servir de phare, son histoire éclairant à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Sa mémoire, un rappel poignant de la préciosité de la vie et de l'importance de chérir chaque instant.